Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'avoir choisi Canal Algérie. Bonne année, nous vous souhaitons le meilleur pour 2019. Bonheur, santé, prospérité et réussite. En tout cas, toute l'équipe de Ciné Thématique est ravie d'entamer avec vous une nouvelle année qui sera pleine de belles surprises. Cette première émission de l'année, nous la voulons joyeuse, nous la voulons musicale à travers les belles notes et les belles mélodies venues de l'Ouest algérien, accompagnées par des voix marquantes comme celle de Khaled et Mami. Dans une comédie musicale signée Mahmoud Zmouri qui nous montre que la musique n'adoucit pas seulement les mœurs, mais la musique arrive à unir les hommes malgré les différences de culture, de langue ou de race. Nabil Tribesh et son staff du Studio 7 vous souhaitent la bienvenue. Marhaba bikoum. Et oui, le film 100% Arabica est un film contre les clichés véhiculés par le cinéma dit de banlieue. Le film simplifie les problèmes sérieux, les problèmes graves de la société à travers le rire. C'est la méthode, bien sûr, Mahmoud Zmouri, c'est connu. On y voit dans cette cité non identifiée un imam qui organise une bastonnade à notre imam. On y voit aussi un maire qui utilise de la politique via, bien sûr, l'intégrisme et le radicalisme pour soi-disant régler les problèmes de la jeunesse dans sa cité. On y voit aussi des jeunes qui montent un groupe de rail pour améliorer leur quotidien et vivre dans la fraternité. En tout cas, c'est une histoire qui a été écrite par Marie-Laurence Attias. Le film a été réalisé en 1997. Tenez-vous bien, je vous envoie un extrait de votre film de ce jeudi soir. Toutes les musiques sont une création du diable. Ces cinq blaireaux, soi-disant musiciens, veulent vous sortir du droit chemin. Ne vous laissez pas entraîner. Et oui, le rythme de l'énergie, bien sûr, dans cette histoire, avec Khaled Mami Mousse, le rire et l'humour comme anecdote contre l'intolérance. Voilà, c'est toujours la méthode Zmouri qui prime. En tout cas, ce soir, on va lui rendre hommage et on veut commencer l'année avec de l'humour et des ondes positives, j'allais dire. Ce soir, nous allons accueillir sans plus tarder un ami à l'émission, mais c'est un confrère également. C'est un journaliste, écrivain connu, Mohamed Belhi est avec nous ce soir. Nous l'accueillons juste après ça. Bonsoir. Monsieur Mohamed Belhi, bonsoir, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonne année, j'ai envie de danser. Ben oui, tout à l'heure on a fait bouger quand même voilà, nos épaules et ça fait du bien d'écouter ces rythmes. C'est la joie de vie. Parce que les Algériens ont la réputation d'être des gens austères, ce qu'il faut, parce que nos traditions, c'est de nos parents, de nos aïeux, c'est ce côté populaire, cette gaieté qu'on voudrait détruire. Effectivement.
D'abord, je vous souhaite une bonne année avec tout ce qu'il y a de beau, voilà, que je souhaite vous arrivera cette année en tout cas. Mais j'ai envie de vous féliciter tout d'abord par rapport à votre dernier ouvrage, hein, donc qu'on a vu dans le SILA précédente, cette 29e édition, je crois. Alors, l'ouvrage s'intitule Dey Hussein, dernier souverain d'El Jazeera, hein, donc 1818-1830. C'est sorti chez la NEP, hein, donc oui. Est-ce que c'est le portrait de ce personnage clé, de ce personnage important qui nous aide à comprendre la fin de la période ottomane en Algérie, c'est ça? Exact, c'est un personnage clé. C'est le parcours du dernier souverain de l'Algérie, parce que même dire la régence d'Algérie, le terme est inapproprié. C'était l'Algérie, parce que c'était la formation de l'État algérien pendant la période ottomane. Et à travers cette période-là, on peut découvrir un peu comment fonctionnait la société algérienne. Il y avait bien des tavernes du côté de, actuellement, le bastion des 23. Il y avait une société cosmopolite. Alger était considéré à un moment donné comme le petit Istanbul et même comme New York. Contrairement à ce qu'on... Il y avait des cafés, des hammams et des tavernes, bien sûr, gérées par des chrétiens. Donc c'était la ville cosmopolite. Et un pays qui n'est pas cosmopolite... il est inexistant, il ne signifie rien, il n'a pas de poids sur... Voilà, donc voilà, à peu près Effectivement. À l'instar de vos ouvrages, hein, Biskra, Miroir du désert, Les phares d'Algérie, Pyramide d'Algérie, Mdrassen, bien sûr, on en a parlé pleinement ici. Zahatcha, vous avez consacré l'essentiel de votre vie au patrimoine et à l'histoire de l'Algérie. Hein. Mais si on fouine bien hein, dans votre biographie, si on fait des recherches approfondies concernant Mohamed Belhi, vous êtes l'un des premiers, pour ne pas dire le premier journaliste ayant travaillé sur la musique raï, ayant étudié cette musique à l'époque, voilà, encore officiellement brimée, c'est-à-dire non reconnue, non voulue, illégitime, j'allais dire. Et vous avez travaillé sur cette musique. Vous aviez à l'époque comme une prémonition que cette musique-là allait devenir révolutionnaire et elle allait devenir un phénomène mondial. Comment est venue cette idée-là de s'intéresser à cette musique populaire qui allait casser la baraque, excusez-moi le terme ce soir? C'est le cas. Hein. Bon, bien sûr, il y a ma formation de sociologue qui me permet d'aller chercher un peu toutes ces pulsions qui traversent la société algérienne. Et puis, comme tout un chacun, c'est-à-dire comme beaucoup d'Algériens de ma génération, nous avions fait le service militaire, le service national. Donc c'était un microcosme qui nous permettait un peu de détecter toute cette société pluraliste de toutes les régions. Et c'est là où j'ai découvert que, surtout chez les Jounoud, bon, nous étions des officiers, des appelés. Vous étiez où déjà? À l'ouest? Moi, je suis un marin, mais un marin d'eau douce. C'est pas comme la marine d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la marine, c'est une vraie marine. C'est-à-dire qu'il y a des moyens technologiques, il y a des sous-marins, il y a des vraies frégates. Une vraie marine. Mais de notre époque, c'était vraiment... Nous étions beaux. On allait frimer à la brasse par rapport aux gens qui venaient de Blida, les appelés qui venaient. Bon, mais c'était une génération, une époque, donc ça permettait, c'était une musique qui était écoutée beaucoup plus chez les jeunes, les soldats de toutes les régions. Donc c'était déjà un signal, comme quoi il y avait quelque chose, donc il y avait un phénomène. Et puis j'allais régulièrement à Oran, c'était parce que c'était une belle ville, Oran c'était une belle ville, et puis il y avait... à l'époque, au Critch, c'était un centre où il y avait des débats entre universitaires, vraiment des gens de qualité. C'était vraiment le Critch, surtout du temps du marhoum Abdelkader Jagloul. C'était des débats intenses. Et c'est là où tu découvres quelque chose, cette musique-là. Et c'était en 80 où il y avait un peu l'intrusion. Sur le plan médiatique, et à l'échelle nationale, c'est là où le rail a commencé, c'était avec le phénomène Shabba Fadila, Bir Arbi Whisky Gauri, parce qu'à un moment donné, le rail c'était un peu l'ouest algérien. Quoique, le rail, il provient un peu il a une matrice commune par rapport à toutes les régions du pays, c'est-à-dire l'Est, la région du Haut-Plateau. La matrice, c'est la poésie... La matrice, c'est le chant bedoui par rapport à l'Andalous, c'est une musique raffinée. C'est ce qu'on appelle la poésie dite en derja, voilà.
L'Adjami, c'est un peu la musique qui a une origine nomade, rurale. Ensuite, elle a été améliorée par les cheikhs, Cheikh Hamada, Cheikh Khaldi. Ensuite, une autre génération avec le rail moderne et plus tard le rail de la stratosphère avec Mami et Khaled. Donc en 80, et puis ce qui est intéressant, c'est là vous me plongez dans le chaudron du début des années 80, c'était sur le plan géopolitique, il y avait disons ce qu'on appelait la Sahwa, avec l'impact, l'onde de choc de la révolution iranienne, c'est en 80. C'était un peu l'émergence de l'islam politique. Il y avait à côté, il y avait le rail comme émergence d'un phénomène de société important qui venait de la profondeur de la société algérienne. Et puis, bien sûr, il y avait le printemps berbère. Donc, il y avait ces trois projets de société et surtout l'islam politique par rapport au mouvement berbère et le rail se rejoignaient parce que c'était des sensibilités différentes, mais se rejoignaient, combattues par l'islam politique. D'ailleurs, on le voit quand on voit le film de Zemmouri, surtout la fin. Bon, Zemmouri, c'est l'humour au premier degré, c'est l'humour populaire. Ça n'a rien à voir avec Shahin ou bien Bab el-Oued City Al-Wesh. Mais c'est l'humour populaire au premier degré. Et la fin du film, elle est d'actualité, que ce soit en Algérie, en Tunisie, actuellement au Maroc, et en France, un peu en Égypte, elle est d'actualité. Elle pose le problème, c'est le rôle de l'art dans un pays d'islam, dans un pays où aujourd'hui l'islamisme fait fureur dans certains pays. Et la fin, par exemple, du film, la bastonnade, les intégristes qui voulaient empêcher le spectacle, le concert, c'était donc, il représentait le courant pour lequel la musique détruit les mœurs. C'est-à-dire c'est un péché. Alors que les autres disent que la musique adoucit les mœurs. Donc il y a une confrontation de deux projets de société complètement. Ça s'est terminé par le sang en Algérie, puisqu'il y a eu l'assassinat de Cheb Hassani, de Rachid Baba, et puis Cheb Aziz, Aloula. Aloula avait une très grande proximité avec le rail. Et il ne faut pas oublier que Cheb Fadila faisait partie de la troupe théâtrale de Aloula. Carrément. Voilà, carrément. Et pour revenir à Cheb Fadila, c'est un peu notre Janis Joplin, dans certains aspects. C'est un peu le... Finalement, quand je disais tout à l'heure que la musique, l'art, vous venez de dire, l'art en général, est un antidote pour casser ces personnes qui aiment la séparation, qui veulent faire la distinction, le racisme, l'apartheid. Parce qu'aujourd'hui, on porte aussi ce débat en France et Mahmoud l'a vraiment voulu comme ça, parce que dans une cité non identifiée, on voit que la ghettoisation des jeunes maghrébins, aller les confiner dans ces cités et les faire vivre à l'écart de la société qui se développe, qui marche, qui offre de l'emploi, qui offre des débouchés, qui donne des solutions, qui donne de l'avenir. Mais en même temps, cette musique a permis aussi à se faire connaître, à se faire entendre. Écoutez-nous, nous pouvons conjuguer cette musique avec de la pop musique, avec du rock. On peut nous identifier même à l'histoire du blues et ce qu'on appelle le negro spirit, c'est-à-dire cette musique qui était chantée dans les champs de coton au Mississippi pour dire la douleur du quotidien, voilà, dire comment on souffre, comment on nous dénigre. Est-ce que c'est le même processus selon vous? La question que je veux poser, est-ce que vous pensez que l'avènement du rail, en tant que musique, en tant que genre musical, est une séquence importante dans l'histoire de l'Algérie contemporaine? Il est clair. Le genre musical rail était marginalisé, censuré dans les médias officiels, la télé et la radio. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y avait un peu le culturellement correct. C'était l'andalou et le chabi. Malouf aussi. Le malouf. Ça ne veut pas dire que ces genres-là n'ont aucune audience. Bien au contraire, ils font partie de la musique algérienne. Mais le rail, parce que le rail, c'était un peu la musique underground, ça venait des profondeurs. Quelque part, on n'admettait pas qu'on parle de cette réalité-là sur le plan sociologique. Et là, je voudrais rendre hommage à Baggar Hadda,
qui est décédée. Baggar Hadda, c'est un peu le chant, elle est très connue à l'Est algérien. Elle est décédée en 2000 à Annaba, dans la mendicité. Et dans l'anonymat total. Bon, il y a le théâtre régional de Annaba, ils lui ont rendu hommage grâce à Sonia. Mais c'est terrible, c'est-à-dire comment comme Baggar Hadda, qui représentait tout un patrimoine rural, authentique, national, qui avait chanté même le soldat Yakhouya, le Jundi Yakhouya, c'était un peu par rapport au maquisard. Et on l'a oublié. Oui. Ça qui est terrible. Il faut rendre aussi hommage à Belkacem Boutelja, un des précurseurs du rail, qui est mort aussi pratiquement atteint de cancer dans le dénuement en 2006. Oui, avant d'arriver justement à l'Algérie nouvelle, à l'Algérie après l'indépendance, à cette Algérie libre, les premières ou la première forme de rail, est-ce que vous me le permettez, vous avez fait des études là-dessus, c'est le melhoun, c'est-à-dire cette poésie chantée en derja, véhiculée par le meddahin, c'est-à-dire c'est le meddahin. Et le meddahat, pardon, ou le meddahin, on le dit comme ça, parce que c'est une forme de diffusion de l'information. C'est ça, ça peut servir à ça. Alors, je voulais juste, Monsieur Belhi, comprendre, est-ce que la musique rail, justement, à l'ouest algérien avait existé pendant la colonisation et est-ce qu'elle a servi pour maintenir notre identité? Parce qu'on sait tous qu'au niveau de la colonisation, c'est vrai qu'il y a des militaires, mais il y a eu une déconstruction culturelle, c'est-à-dire qu'on voulait nous enlever les identifiants culturels. Est-ce que la musique rail était parmi ces expressions artistiques qui permettaient la consolidation du tissu culturel algérien identitaire? À l'origine, parce qu'il n'y a pas que le rail, il faut toujours ne pas perdre de vue qu'il y avait l'Est en Algérie, il y avait le Baramor, Khlifi, Baggar. Donc c'était un peu la matrice commune, c'était le Jarmouni, c'était et le Sarawi, par exemple, à Sétif. C'était la musique bédouine et confinée dans les maisons closes. Ça, je parle avant 62, même après 62. Oui. Et dans les cafés-concerts à l'époque, c'était quelque part, c'était les bars, les maisons closes, qui ont, et même dans les Louadat, qui ont préservé ces identifiants culturels. Oui. Et on a l'Algérie post-indépendante a continué dans cette percée-là, puisque il y avait les cheikhs, les cheikhats, et par exemple, pour revenir à l'ouest algérien, il y avait les ténors, c'était Cheikh Hamad Al-Khaldi, c'était un peu vous savez, le rail, pour revenir pour parler de l'ouest algérien, c'est comme une fusée à 3 étages. Le premier étage, c'est un peu le rail nomade bédouin, ensuite modernisé par Cheikh Khaldi et Hamada. Oui. Et ensuite, il y a eu le deuxième étage avec Fadila, Cheba Fadila, c'était un peu l'ancrage national. Et le troisième étage, c'était un peu avec Didi et Sting. Oui, deux genres, Monsieur Belhi, si on les distingue très bien. Il y a une forme d'expression qui célèbre l'amour, qui célèbre la religion aussi. Bien sûr. Qui célèbre ça va de pair, la sagesse aussi. Ça va de pair, de toute façon. Dans le mariage, dans les circoncisions, dans les fêtes religieuses, dans les rencontres familiales, et c'était accepté. Mais à un moment donné, ça a switché et on devient dans ce qu'on appelle dans la complainte populaire, c'est-à-dire je parle de mon sort, de mon mauvais sort, et je crie ma douleur. Et c'est là où tout change, parce que là, on parle de sexualité, on parle de femmes, on parle d'ivresse, on parle de débauche parfois, on parle de mauvaise fréquentation. Et c'est ce qui a changé, je pense, le rail c'est-à-dire que non seulement ça l'a sorti des foyers, mais en même temps, ça a permis à la jeunesse de s'inscrire dans cette musique à un moment donné où c'était muselé. Alors, où l'expression de la jeunesse était muselée. L'expression d'une partie de la société, parce qu'on refusait d'admettre ces pulsions de la société. C'est-à-dire un discours officiel, y compris même pour la langue arabe, pour le berbère, on refusait ce qu'il y avait, les segments, les différences de la société algérienne. Pour l'Ouest, pourquoi l'Ouest par rapport à l'Est, même s'il y a une motrice commune,
pour l'Ouest algérien, Oran, ça fonctionne un peu comme la Louisiane, parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant le 62, Oran, la population aranaise était à 80% européenne. Oui. Et puis, un autre facteur important sur le plan de l'agriculture, c'est le pays du vignoble. Donc quand on dit le vignoble, c'est le vin, les vendanges, le vin, donc toute cette main-d'œuvre agricole, ce prolétariat agricole avait une proximité avec le vin, le vignoble, contrairement à l'Est algérien, par exemple. Même si à l'Est, là aussi, il n'y a aucun tabou par rapport aux boissons ou bien à la sexualité, etc. Mais le rail commençait à devenir important, à se singulariser, même sur le plan musical. Quand on prend le bédouin, l'ouest, c'est la flûte, le gasba et le gellal. Le gellal, c'est un peu un tambourin effilé. Le gellal, le tambourin, est représenté surtout par le musical. Là, oui, le haussement d'épaule saccadé, qui ont fait le bonheur du groupe ONB, l'Orchestre National de Barbès. Et l'Est algérien, c'est beaucoup plus la spécificité par rapport à l'instrumentalisation musicale, l'instrumentation musicale. Il y a l'élément, c'est le bendir, qu'on ne retrouve pas à l'Ouest. Le bendir, c'est le tambour à cadre, sur cadre, le tambour sur cadre, à peau de chèvre. Voilà. C'est les différences par rapport aux instruments, mais la matrice est commune. Et là, je reviens à l'Ouest, il y a on est dans le pays du vignoble. C'est un peu aussi la Louisiane. Et tout ce prolétariat agricole, le lumpen, parfois le lumpen, c'était des conditions très modestes. Et ils traduisaient un peu leur vie, et surtout à travers Et là, il faut rendre hommage un peu à tous ces éditeurs, c'était des disquaires. Comme Boualam Disco Maghreb, Mohamed Saint-Crespa, Santana, tous ces disquaires. Almafono. C'est surtout par rapport à l'Ouest. Ces gens-là, quelque part, ont été à l'origine dans la propagation du rail. Ensuite, plus tard. Vous m'avez parlé de deux instruments, le gasba, le gallal, c'est-à-dire la flûte et la percussion, mais j'ai envie aussi ce soir de rendre hommage à deux personnalités ou deux personnages importants dans cette genèse, Mohamed Zergui et Bellemou, parce que les deux ont ramené deux instruments avant, c'est-à-dire des cuivres. Et ça a pris une autre, voilà, ça a permis au rail de décoller, si j'ose dire, parce que là on l'inscrit dans des registres les précurseurs un peu de ceux qui ont... Bon, tout le mérite revient d'abord à Cheikh Hamada et Khaldi. Khaldi, c'est le père de Bakhta, la chanson Bakhta. Oui. Et Hamada, c'est un peu le parolier, le compositeur. Ils ont un peu citadinisé le rail, qui était rural et nomade. Même c'est la première génération. Limité, Cheikh Hamada et Khaldi. Ensuite, il y a eu une autre génération, comme vous le citez bien, c'est avec Bellemou, Boutaï Basfer. Et Boutelja, Belkacem Boutelja, eux, ils ont été à l'origine de la modernisation avec l'introduction d'éléments nouveaux comme la trompette. Donc vous prenez la galerie de football, l'Azmoul, l'Oran, c'est pas comme Schnawa ou l'Uzma. Là, c'est la trompette. Pour revenir un peu, c'est un peu. Et même dans les fêtes de mariage, on voit l'influence espagnole, parce qu'il ne faut pas oublier que la région de l'Ouest c'était aussi dominante espagnole, pied noir. Et ça a des répercussions sur la musique. C'est pour ça un peu c'est notre Louisiane, même Oran, on a l'impression. Puis il ne faut pas oublier que durant la période ottomane, Oran a été pratiquement un fief espagnol pendant 2 siècles. Il ne faut jamais l'oublier. Donc ça a des répercussions sur le... Et puis là, ensuite, il y a eu la troisième génération, des gens qui ont apporté parce qu'à un moment donné, il y avait un certain amateurisme. Bon, Khaled, Mami, l'accordéon, c'était des vrais musiciens. Et on avait des chanteurs de rail. C'était beaucoup plus de l'amateurisme, puisqu'on se servait beaucoup plus du synthétiseur. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas du synthé. À l'époque, on ne pouvait pas acheter des guitares, il y avait une pénurie d'instruments de musique, donc on ne pouvait pas constituer des... Puis il n'y avait pas de centre de formation. Ce qui fait qu'à un moment donné, le synthétiseur a failli tuer le rail. Le rail a commencé à se professionnaliser, à fonctionner selon des normes internationales, dès lors qu'il a commencé à avoir un ancrage international, surtout avec Didi, et à partir de 85. Et là, il faut aussi rendre hommage, puisqu'il a été à l'origine aussi, il a été pour beaucoup comme élément moteur, c'est le colonel Seloussi, quand il était à Ariel Fatah. Bien sûr, voilà.
Et à Safi Boutella avec le Kouchi. Safi Boutella, bien sûr, c'est après 85, c'est Kouchi et la Kamel. Bon, ça, c'est les grands mythes du rail. On est parti loin, quoi. Avec bien ça, sûr. on pouvait, bien sûr. On pouvait là aussi, prétendre des gens, à un registre. par exemple, quelqu'un comme Safi Boutella, un très grand compositeur, il a compris par feeling que le rail ne pouvait avoir qu'une dimension internationale. Et d'ailleurs, un des succès, et là c'est fantastique, un des succès du rail, grâce à Mami Akhel, c'est que le rail a transpercé 2 citadelles. La citadelle de l'Égypte. Ah oui, c'est important. Le gardien du temple de la musique arabe. Parce que l'Égypte, c'est un pays, en termes de culture, c'est le chauvinisme et le protectionnisme. Oui. Et Didi a fait des ravages, si bien qu'à un moment donné, dans le journal Ahram, il y avait une caricature qui représentait un peu le Parlement égyptien, où le président du Parlement disait « Eh, Didi, c'est quoi Didi ?» Donc le fait que le rail ait transpercé la citadelle égyptienne, parce qu'à un moment donné, c'était un peu le centre du monde arabe pour la musique, il fallait chanter Masri. Et puis l'autre citadelle qui a été transpercée, c'est TF1, la chaîne télé TF1. Parce que à l'époque, c'était impossible d'avoir des chants en arabe. C'est-à-dire, le rail a transgressé ce lobby politico-médiatique voilà, français. politico-médiatique. Voilà, mais en même temps, il s'est développé aussi grâce à toutes ces machines en France et aux États-Unis. Grâce aussi à vous, parce que vous avez, alors là aussi, vous avez fait écouter à un journaliste qui s'appelle Jean-Louis Heuss, voilà, là aussi, qui travaille à Libération, voilà. et c'est lui qui voilà, va écrire comment pour le rail. Bien sûr, là, en 80, j'avais fait un reportage dans le Directualité. Ça a mis, bien sûr, pendant 6 mois pour que l'article passe. Oui. Parce que il y avait des expressions qui n'étaient pas évidentes d'être publiées. Par exemple, je décryptais une cassette de rail, je disais Goudas l'armée. Ouais. Alors là, ça fait un peu. Ouais. Et le fait d'avoir donc fait écouter à beaucoup de gens, des copains Tarjout. Et ensuite, quand je suis parti en France, j'avais fait écouter des cassettes de rail à Jean-Louis Heuss, qui était un porteur de valises. Donc il était un moujahid pour la libération fantastique. Ouais. Donc quand il a senti qu'il y avait quelque chose dans cette musique-là, il avait fait une série de papiers dans Libération, et c'est de là que ensuite il y a eu le festival Bobigny en 85. Ouais. Ça a pris. C'est là où Khaled a dit, comme il a dit lui. La fameuse phrase. Plus tard. Mais on l'aime beaucoup, Khaled, et ça reste une phrase assez mythique. Et voilà, donc quand je parlais de citadelle, et ironie du sort, là aussi, c'est les retournements de l'histoire, c'est ça qui est fantastique. C'est qu'à un moment donné, à partir de 2008, avec Cheb Jelloul, Cheb Jelloul, qui était un Rayman et qui a fait acte de dépendance et devenu un Mounchid. Donc on est passé de Serbi Unzid à des louanges. À des louanges, ce qui est tout à fait normal. Ce qui est tout à fait normal. Voilà, il a le droit. Et aujourd'hui, c'est en Arabie Saoudite que c'est Khaled chante en Arabie Saoudite. Ça fait partie du paradoxe et c'est fantastique. Alors, on va terminer juste avec un point. Le Centre national de recherche, bien sûr, préhistorique, anthropologique et historique, j'y arrive, algérien, CNRPH, le fameux CNRPH, a déposé un dossier chez l'UNESCO pour, bien sûr, pour approuver le rail comme musique algérienne populaire. C'est-à-dire, parce qu'il y a eu quand même il vaut mieux ne pas en parler, il ne faut pas qu'on tombe dans le piège. Il y a un petit une polémique. Non, il n'y a pas de polémique pour moi. Le rail, il y a des cassettes, il y a des vidéos, il y a une histoire. Il y a toute une histoire. Et sur le plan culturel, tout l'oriental marocain, Oujda, Berkane, était beaucoup plus sur le plan culturel, était influencé par Oran. Les gens de Oujda allaient à Oran et pas à Fès. Même en termes de proximité géographique, et même sur le plan des populations. Mais le rail, il est algérien, et il est évident que le rail fait partie du patrimoine immatériel. Il faut l'inscrire dans le registre des musiques protégées par l'UNESCO. C'est clair et net. Et c'est répondu, c'est Mohamed Ben Maintenant, mais pourquoi parce que là aussi, quand nous ne défendons pas notre patrimoine, il est pris par les autres. Le cas de Saint-Augustin, y compris les peintures rupestres, et bien sûr avec le rail. Parce que là aussi, avec la bigoterie même de certains, même au sein même de l'État, c'est que quand on refuse à ce qu'il y ait un festival de rail à Oran, c'est-à-dire notre Louisiane à nous, c'est-à-dire la capitale du rail, le terreau du rail, on veut le confiner à Sidi Bel Abbas, et même on a voulu changer l'appellation. Ça devient la musique oranaise.
Il est évident qu'on ouvre des portes à d'autres pour s'en emparer. Mais vous parlez de Sidi Belabès, moi j'ai envie de rendre hommage aussi à Raina Rai. Alors Raina Rai, ce qui est intéressant, c'est que ce qui est intéressant, tout ce qu'à un moment donné, les chanteurs de Rai, c'était en duo ou bien en solo. En solo, donc c'est Khaled, c'est Mami, c'est Hasni, Nasro, Chabilal plus tard. Et en duo, c'est par exemple mixte, Fadila et Samari. Non, Fadila, Samari. Non, Zahwania, par exemple. Sahraoui, Sahraoui, Fadila, Zahwania, Khaled, Abdou, Chab Abdou. Même ce qui est intéressant à un moment donné, la société. Et Anwar. Anwar, c'est un autre. Anwar, le pauvre, il a été effacé par Chab Hasni. Parce que Anwar, c'est un peu le rossignol, la musique soft. Alors, pour revenir un peu à ce que vous disiez, c'est que pour Raina Rai. Raina Rai, leur succès, c'est la première fois qu'il y a une formation, un groupe de Rai. Donc c'était une innovation. Oui. Le groupe Raina Rai, c'était un groupe, c'était devenu un groupe mythique. Et évidemment, leur succès, c'est Zina Serbi Sretek, lequel succès est une reprise d'une chanson de Boutaï Basghir. C'est ça. C'est le même titre. C'est la même chanson. Oh non, c'est la même chanson. Parce que là aussi, c'est des générations. Il y a, comme c'est le patrimoine, et un patrimoine commun, les gens puisent dans ce patrimoine. Et des fois, il y a des attaques, des procès par vous m'avez plagié. C'est tout un monde, des fois, avec... en tout cas, Monsieur Belhi, merci pour les explications que vous venez de nous dire, parce que franchement, avec vous, on apprend beaucoup de choses, et je pense que cette musique a besoin encore de recherche et de personnes qui écrivent sur cette grande musique algérienne. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Là, vous m'avez plongé dans une époque. Ah bah oui, écoutez. Voilà, c'est extraordinaire, c'est l'Algérie, c'est ça la joie. Oui. Et c'est pour ça qu'on a voulu démarrer l'année avec Khaled et Mami, avec la musique, mais en même temps, c'est un hommage à Zmouri, mais c'est un hommage aussi à tous nos artistes qui ont disparu, pour que l'Algérie aujourd'hui soit debout. Et surtout à Chab Hasni, qui était une icône de la jeunesse maghrébine. Il ne faut jamais l'oublier. Effectivement. Hasni, l'espoir. Et il y a toujours de l'espoir. Merci beaucoup, Monsieur Belhi. Merci à Nabil et au staff du Studio 7 de nous avoir soutenus ce jeudi. Bonne année encore une fois. J'espère que cette année, ça sera une année de bonheur, de réussite et de joie pour l'Algérie, pour vos proches, pour celles et ceux que vous aimez. Au revoir. Merci, à la semaine prochaine. Ciao. Merci beaucoup. Avant, on n'a pas dit.